Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce panel. Alors aujourd'hui, on va parler de défense planétaire. Moi, je m'appelle Julie Brière, je travaille au département de la communication de l'Agence spatiale européenne. Et donc aujourd'hui, on va faire ce panel sur la défense planétaire. C'est un sujet qui est un peu impressionnant. Alors pour mieux en discuter aujourd'hui, j'ai ramené deux experts du sujet pour mieux comprendre les enjeux de ce sujet un peu inquiétant. J'ai avec moi Patrick Michel, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est responsable scientifique de la mission HERA. Et j'ai également à ma droite Ian Carnelli, qui est chef de projet de la mission HERA à l'Agence spatiale européenne. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents pour discuter de ce sujet qui est du coup assez impressionnant, qui renvoie beaucoup à la science-fiction. On pense à des films comme Armageddon, comme Deep Impact, donc somme toute des scénarios assez inquiétants. Yann, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la défense planétaire ? Bonjour à toutes et à tous. La défense planétaire, en fait, est un système que l'Agence spatiale européenne a mis en place pour protéger la Terre de possibles impacts d'astéroïdes. Et comme Julie le disait, dans les années 90, on a tous été au cinéma voir des films de science-fiction avec Bruce Willis et d'autres. Mais plus réellement, on a aussi assisté à des impacts spécifiquement de comètes sur la planète Jupiter, qui ont lancé ce débat, qui a commencé dans les années 2000, au début des années 2000, où les agences spatiales mondiaux ont commencé à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire pour éviter de devenir des prochains dinosaures. Et donc, on a mis en place un système dont on vous parlera. Et aujourd'hui, on est effectivement la première civilisation, la première génération d'êtres humains qui est capable effectivement d'éviter ce type de catastrophe. Merci Yann. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu de stratégie de déviation par rapport à des objets qui pourraient se situer sur des trajectoires de collision avec la Terre. Donc Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ces objets ? Oui, alors déjà, d'abord pour rassurer, ça paraît inquiétant, mais on fait tout ça non pas parce qu'on a une urgence, aucun objet que l'on connaît ne nous menace à court terme, mais on sait que ça se produira à long terme et l'idée c'est d'offrir un plan aux générations futures qui n'auront pas à improviser parce qu'on aura bien préparé les choses. Donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter, au contraire, vous pouvez être impressionné par ce qu'on fait et aimer ces astéroïdes parce que ce sont justement ces objets-là qui nous menacent, mais qui sont avant tout les restes des briques qui ont formé nos planètes et qui nous permettent de remonter le temps parce que lorsque le système solaire s'est formé et que donc le Soleil a commencé à être entouré d'un disque de gaz et de poussière, eh bien ces poussières se sont agglomérées pour former des corps de plus en plus gros, dont certains ont fini en planète, et les autres n'ont pas grossi assez pour finir en planète, et fort des perturbations de ces planètes, se sont parqués entre Mars et Jupiter pour la plupart. Et donc ils nous permettent, étant petits, n'ayant pas grossi comme des planètes, leur composition n'a pas été transformée chimiquement par les processus d'échauffement que subissent les planètes. Donc en les étudiant, eh bien, on a accès aux ingrédients initiaux de ce disque dans lequel se sont formées les planètes. Autrement dit, il nous donne la recette de cuisine pour fabriquer le système solaire qui, maintenant, comme une omelette, a été tout cuit. Alors il se trouve qu'entre Mars et Jupiter, là où vous avez cette ceinture d'astéroïdes qui, contrairement à la guerre des étoiles, eh bien, si j'étais en solo dans mon Faucon Millennium, je traverserais la ceinture sans en voir aucun. Alors c'est malheureux pour les films. En moyenne, il y a à peu près plusieurs centaines de milliers de kilomètres qui séparent chaque astéroïde parce que l'espace est en fait immense et ils sont petits. Malgré tout, on a 1/1000 de la masse de la Terre dans cette ceinture. Le plus gros fait 950 km de diamètre, il s'appelle Cérès. On a ensuite des objets d'une centaine de kilomètres de diamètre, puis on arrive à 1 million d'objets plus grands que 1 km et on monte en nombre en diminuant la taille. Alors comme ils sont nombreux, ils se rentrent dedans de temps en temps, donc ça crée des fragments. Et ces fragments peuvent être mis sur des trajectoires instables qui les font passer d'une trajectoire circulaire entre Mars et Jupiter à une trajectoire qui s'allonge petit à petit. Et donc, ça leur permet de croiser la trajectoire de la Terre. Et donc, cette population qui nous menace, qu'on appelle la population des géocroiseurs, est en fait une sous-population de la population générale des astéroïdes, nourrie par ces collisions et ces mécanismes instables qui les envoient vers la Terre. Alors, ils ont une durée de vie dans le système solaire interne de quelques dizaines de millions d'années au plus. La plupart finissent dans le Soleil.
certains finissent sur la Terre, mais entre-temps, d'autres collisions se produisent dans la ceinture qui renvoient des objets sur des trajectoires croisant la Terre, et c'est ainsi qu'on a un taux de mortalité remplacé par un taux de natalité, un nombre constant d'astéroïdes géocroiseurs qui nous permet de calculer des fréquences d'impact régulières. Alors, tu en as brièvement parlé, il y a différentes tailles d'objets géocroiseurs et je crois qu'il y a une sorte d'ordre de grandeur des impacts. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors en fait, donc les géocroiseurs ont des tailles qui vont d'une quelques dizaines de kilomètres au mètre. Hein. Donc on a à peu près 1000 corps plus grands que 1 kilomètre dans cette population. On les a d'ailleurs quasiment tous recensés, ceux-là. Et c'était important, c'était le Congrès américain qui avait demandé en 1998 que la NASA fasse le recensement de ces objets plus grands que 1 kilomètre. Elle l'a fait en plus de 10 ans. Et c'est le seuil de catastrophe à l'échelle du globe. C'est-à-dire que si un objet de 1 kilomètre tombe sur Terre, peu importe où il tombe, ça aura des répercussions à l'échelle du globe. Alors je vous rassure, on les connaît quasiment tous. Aucun ne nous menace sur le court terme. Et les fréquences d'impact étant de 1 sur 500 000 ans, la probabilité qu'il nous tombe dessus sur des échéances très courtes est quand même très très faible. Ensuite, on descend en taille, on va prendre des objets de 140 mètres, c'est la taille d'un stade de foot. Alors là, on s'y intéresse parce que c'est le seuil de catastrophe à l'échelle d'une région, voire d'un pays, et on n'en connaît que 40%. Donc on aimerait bien recenser les 60% restants, sachant qu'encore une fois, j'ai plus de chances de tomber en moto quand je vais à mon observatoire que de m'en prendre un sur la tête, même pour ceux qu'on ne connaît pas, parce que les fréquences d'impact, c'est en gros tous les 20 000 ans. Mais bon, comme on dit en anglais, better safe than sorry, on préfère être sûr de ça, et donc on va recenser. On a fait l'inventaire des objets plus grands que 1 km, et on veut recenser tous ceux qui font plus grand que 140 mètres, et la NASA devrait envoyer une mission en 2028 qui s'appelle Near Earth Object Surveyor, qui devrait le faire en 10 ans. Donc d'ici 2040, on devrait avoir une bonne connaissance du risque de ces objets dont la taille est au-delà du seuil de catastrophe à l'échelle régionale et pouvoir anticiper. Et je termine avec l'Agence spatiale européenne qui vient de mettre en place un télescope qui s'appelle FlyEye, qui, elle, va plutôt se consacrer aux objets encore plus petits, genre plus grands que 40 mètres, de telle sorte qu'on puisse savoir bien en amont s'il nous arrive dessus pour éviter ce qui s'est passé, mais je crois qu'on va en parler en Russie. Merci Patrick. Alors je crois que quand les objets sont vraiment extrêmement gros, on parle d'extincteurs de planètes. Ah oui. Alors on se dit que la seule réponse face à un enjeu planétaire tel, ce serait la coopération internationale. Et je crois que la coopération internationale dans ce domaine, elle débute en juillet 1994. Yann, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé il y a 30 ans et ce que ça a engendré pour l'émergence d'une communauté internationale de défense planétaire? Oui, tout à fait. En 1994, on a eu un phénomène naturel incroyable. C'est dans ce que vous voyez dans ces images, c'est une comète Schumacher-Levy qui s'est détruite en plusieurs morceaux à cause de la gravité du Soleil. Le Soleil a une gravité très très puissante qui garde aussi nos planètes autour d'elle. Et cette comète s'est approchée à telle distance qu'elle a été arrachée en plusieurs morceaux. Et ces morceaux, sur l'orbite suivante, ont impacté la planète Jupiter, comme vous voyez en bas. Et pour la première fois, les astronomes ont pu voir les impacts quasiment en direct sur Jupiter. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est les taches noires, c'est les taches des impacts des fragments de cette comète, sachant qu'ils sont à peu près de la taille de notre planète. Et donc, effectivement, c'était un événement qui a réveillé un peu la communauté scientifique, mais aussi le public, aussi nous tous, parce qu'on a commencé à penser, à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire si un jour il y a un objet, il y a un phénomène de ces dimensions qui est en route de collision avec la Terre. Donc on a commencé avec Patrick et d'autres scientifiques à réfléchir comment on peut dévier un astéroïde, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme système de défense. Et alors on a créé un vrai programme de défense planétaire à l'Agence spatiale européenne en collaboration évidemment avec des partenaires internationaux. Et au fait, c'est l'intérêt de ce type de sujet, c'est que ça fédère tous les pays, parce qu'un impact d'astéroïde ne connaît pas de frontières. Et donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille très fortement ensemble. Et on travaille sur 3 axes. Le premier axe, c'est celui des observations. Comme disait Patrick, il faut observer notre système solaire pour cataloguer tous les astéroïdes.
Le deuxième axe est celui de calculer la probabilité d'impact et d'établir les procédures internationales pour mettre en place des réponses. Et le troisième axe, c'est celui de la déviation, donc comment on peut dévier un astéroïde. Il faut savoir qu'avant l'impact de... Ça, c'était la première fois qu'on voyait, l'être humain voyait une collision se produire en réel. Avant ça, on avait que les cratères. Sur Terre, on en voit peu, on en recense 150. Et encore, il faut être un géologue, à part pour quelques-uns, pour savoir qu'il y a eu un cratère. Et finalement, c'était la Lune le meilleur témoin, parce que contrairement à la Terre, elle n'a pas d'atmosphère, elle n'a pas de tiers d'eau, et elle enregistre tous les cratères, les impacts qu'elle a subis. Sauf que jusqu'aux missions Apollo, la communauté scientifique était convaincue que les cratères sur la Lune étaient des volcans, parce qu'ils sont tous circulaires, et qu'on pensait que quand un objet tape sur une planète ou un satellite à n'importe quelle direction, s'il vient avec un angle, ça devrait faire un cratère allongé. Ça fait un splash, et en l'occurrence, non. On a compris après que quand un objet tape sur un corps solide, il explose et donc il émet dans toutes les directions et du coup, ça fait des cratères circulaires. Et ce sont les astronautes des missions Apollo, quand ils ont ramené les échantillons de la Lune, on a constaté qu'en fait, il n'y avait plus de volcanisme sur la Lune et que nécessairement, c'était des cratères. Donc, la communauté scientifique, déjà, s'intéressait à la défense planétaire en se disant « Ouais, alors, ça arrive sur la Lune, ça doit nous arriver aussi, mais le politique, il lui faut plus. » Et ça a vraiment été la révélation. Les premières résolutions au Conseil européen en 1996 font suite à cet impact que cette fois-ci on a vu et dont on s'est dit « Ah, ok, ça existe », sans être affolé, mais ça existe quand même et c'est là que les choses ont démarré. Ouais. Alors vous avez tous les deux un petit peu parlé de surveillance tout à l'heure. Comment elle s'exerce cette surveillance des géocroiseurs? Est-ce que c'est depuis le sol, depuis l'espace? Comment ça s'organise? Alors effectivement, il y a plusieurs façons. L'Agence spatiale européenne a mis en place, est en train de mettre en place un réseau de télescopes qu'on appelle FlyEye. C'est des télescopes très particuliers parce qu'ils ont plusieurs caméras, 16 caméras qui en même temps regardent le ciel pour scruter ce qu'on appelle les impacteurs imminents. C'est des petits astéroïdes qui font une dizaine, entre 10 et 40 mètres de diamètre. Et vous voyez un modèle ici. Au fait, en haut à droite, c'est la première image qu'on a reçue il y a 15 jours du premier de ces télescopes. Il était installé en Sicile, en Italie. Et donc, la particularité, c'est qu'il est capable de détecter des très petits astéroïdes qui sont en route de collision avec la Terre, qui ne vont pas créer des dommages particuliers, vont probablement exploser dans l'atmosphère, mais néanmoins, comme c'était dans le cas de Tcheliabinsk en Russie il y a une dizaine d'années, l'explosion peut briser des vitres et blesser des gens qui vont à l'extérieur voir qu'est-ce qui se passe après cette boule lumineuse. Et donc, pour informer la population et les protections civiles, on met en place ce type de télescopes qui sont totalement complémentaires à ce que racontait Patrick, décrivait avec la mission spatiale NEO Surveyor, qui au contraire va orbiter à l'intérieur du système solaire et avec, disons, le soleil dans le dos, il va regarder vers la Terre et regarder tout l'espace autour de la Terre pour, au contraire, chercher les astéroïdes qui sont de taille au-delà d'un 100 mètres. 100 mètres qui est à peu près le seuil en taille qu'on considère de danger. Au fait, un astéroïde de 100 mètres, c'est un astéroïde qui va créer des dégâts, qui va tuer des personnes. Et donc, c'est, disons, la taille qu'on considère comme la plus dangereuse parce qu'aussi, ils reflètent très peu de lumière. Ils sont difficiles à détecter. Et donc, voilà, ça, c'est, disons, les deux types d'observations qu'on fait. Alors, la moralité, c'est que, je ne sais pas si on peut remontrer le bolide de Tcheliabinsk, voilà. Si vous êtes curieux comme moi, c'est super, mais parfois, c'est un problème parce que vous risquez de voir une grande lumière dehors de chez vous, vous allez être tenté d'aller voir ce que c'est, et si c'est un météore qui explose, vous allez prendre des débris de verre, et c'est ce qui s'est passé. Les habitants de Tcheliabinsk ont vu donc cet objet de entre 15 et 20 mètres de diamètre qui a explosé à 27 km dans l'atmosphère. Ça a dégagé 35 bombes d'Hiroshima en énergie. Et ben, quand ça a explosé, il y a des films qui le montrent. Alors on en rigole quand il n'y a pas de mort, bien sûr, mais on voit le choc. Et évidemment, les gens qui sont allés aux fenêtres. Donc si vous voyez un truc bizarre dehors, attendez un peu, on ne sait jamais, parce que ça peut être quelque chose comme ça. Mais alors justement, là, on vient de parler de surveillance, mais on vient aussi de parler de Tcheliabinsk. On a tous vu ce que cette explosion a fait au-dessus de l'Oural en Russie.
pourquoi, si on effectue de la surveillance mais que ces événements se produisent quand même, on doit être serein par rapport aux astéroïdes? Alors, parce qu'en fait, des événements locaux, un objet comme Chelyabinsk, ça se produit en moyenne tous les siècles. Donc tous les siècles, vous avez un objet de 30 mètres de diamètre, 20-30 mètres de diamètre qui va exploser dans l'atmosphère. Et pourtant, c'est la première fois que ça se produit au-dessus d'une ville, parce que n'oubliez jamais que la Terre, elle est faite en majeure partie de désert. Il y a 2-3% de la Terre qui est occupée, parce que le reste, c'est de l'eau et des déserts. Et donc la probabilité qu'un événement local se produise au-dessus d'une ville reste très faible. Par ailleurs, si on voulait les recenser tous, ça serait... Là, il faudrait lever des verrous technologiques incroyables, parce qu'ils sont des millions. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de vous protéger d'un risque qui pourrait avoir des conséquences majeures avec des moyens raisonnables et réalisables, parce qu'à plus court terme, il y a d'autres risques dont on veut aussi s'occuper, donc on priorise comme ça, on reste raisonnable, et on pense que dévier des objets plus grands que 100-140 mètres de diamètre, c'est faisable, et encore que, il faut le faire, il faut tester les méthodes, mais c'est faisable sans engranger tout le budget d'une nation, alors que si on veut se protéger de petits corps comme ça, qui pourtant ont une probabilité très faible qu'ils se fassent au-dessus d'une zone habitée, là, ça devient un peu déraisonnable. Donc on a mis le seuil à 100-140 mètres, et le reste, c'est un risque, hein, certes, mais avec lequel on doit apprendre à vivre. Et qui est quand même moins grand, encore une fois, que le risque d'avoir un accident de voiture et plein d'autres risques. Merci beaucoup Patrick. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, la défense planétaire, ça désigne notamment des méthodes de déviation de ces géocroiseurs. Alors pour cela, les scientifiques ils développent des techniques, des méthodes plus ou moins abouties. Il y en a plusieurs qui ont été évoquées. Je vais en énumérer quelques-unes et je vais vous laisser les commenter en fonction des avantages, des inconvénients, du degré peut-être de fiction ou de faisabilité. Alors la première, c'est la technique du tracteur gravitationnel. Évidemment, c'est une vue d'artiste. Yann, Patrick, quel est le degré de faisabilité de cette méthode? Il faut dire que quand on a commencé à réfléchir sur ce thème dans les années 2000, effectivement, on commençait d'une carte blanche, d'une page vide. Et effectivement, les scientifiques, les industriels, les agences, c'est là où on avait le plus de créativité. Et donc, on a commencé tous ces concepts. Le tracteur gravitationnel consiste... C'est un concept très simple, c'est au fait d'envoyer une sonde spatiale très massive près de l'astéroïde et d'utiliser la gravité réciproque pour justement tracter légèrement l'astéroïde vers la sonde et de cette façon, disons, changer sa trajectoire. C'est une technique très élégante sur le papier qui pourrait marcher très bien. Est très élégante parce qu'on ne doit pas interagir avec l'astéroïde. C'est-à-dire que on n'est pas intéressé à la structure interne, à la composition, on n'a rien à accrocher, il suffit simplement de s'approcher. Par contre, elle a des très grands inconvénients, c'est que la force de gravité réciproque est très très faible, parce qu'on ne peut pas envoyer des sondes de la masse d'une planète. Donc ça va rester des forces extrêmement faibles, ce qui veut dire que pour changer effectivement la trajectoire d'un astéroïde avec ces techniques, il faut des dizaines et dizaines d'années. Donc effectivement, c'est... Voilà. Et l'avantage quand même, c'est que comme tu disais, on n'a pas besoin de connaître les propriétés physiques de l'astéroïde, on a besoin d'avoir une idée de sa masse, et puis après, en arrivant, on peut jouer sur la distance. Et surtout, elle est déterministe, c'est-à-dire qu'on contrôle parfaitement la déviation. On va voir que les autres techniques... on peut avoir une idée de la quantité de déviation, mais pas aussi contrôlée que là. Là, c'est la simple loi de Newton. On peut ajuster comme on veut. Alors, ça peut marcher que pour des petits objets, comme le disait Yann, qui font que des dégâts locaux. Et là, on s'interroge de savoir... il faut faire attention à ce qu'on fait aussi, parce qu'on contrôle parfaitement ce qu'on fait. Ouais. Bon, donc si on doit lui donner une note sur 10 à celle-ci, 1 très peu probable, 10 très probable. 6. Patrick, 7. moins convaincu. 7. Ok. 7. Ah, plus convaincu. Ah non, parce qu'elle est déterministe, mais après, ça dépend de la taille de l'objet. Donc, On a déjà une possibilité avec le tracteur gravitationnel. La deuxième technique, elle est bien plus artistique, c'est d'aller peindre la surface d'un astéroïde. Alors bien évidemment, cette image, elle est générée avec de l'intelligence artificielle. Yann, Patrick, peindre la surface d'un astéroïde. Moi, j'adorerais faire ça. Mais alors, le problème, c'est que... Alors, peindre, pourquoi est-ce qu'on peint? C'est parce qu'en peignant l'astéroïde, on modifie ses propriétés thermiques
Et on sait qu'il y a une force qui vient de la radiation du Soleil et la façon dont la surface réémet qui influence la trajectoire de l'astéroïde. On appelle ça l'effet Yarkovsky. Donc en fait, l'astéroïde, il a sa trajectoire, et si on modifie ses propriétés thermiques en couvrant l'astéroïde d'une peinture, nécessairement, à cause de cette force thermique qui va changer, on va pouvoir modifier la trajectoire. Moi, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas comment on envoie le peintre pour peindre, et puis comment on s'assure que la peinture, elle va adhérer. Ben voilà. Donc sur le papier, ça a l'air sympa, ça serait même super beau de le faire, on pourrait même envisager des festivals d'art contemporain sur les astéroïdes, mais en pratique, ça devient compliqué. Tout à fait d'accord. Je dirais 1. 1. Ouais, 1 pour pas mettre 0, ouais. Pour Bon. laisser une chance à un peintre. Bon, je passe à la suivante. Alors la troisième, c'est la technique du remorquage d'un astéroïde par propulsion. Donc il s'agirait d'aller fixer des propulseurs, comme on le voit ici, directement à la surface d'un astéroïde, également image générée par de l'IA, vous vous en doutez bien. Ça, j'adore. Je me lance, tu complètes. Parce que ça, c'est typiquement le truc où, bah oui, c'est simple. On n'a qu'à mettre un moteur et le pousser. Ouais. Et alors après, c'est là qu'il faut... C'est bien de se cultiver un peu, parce que tout est simple quand on n'est pas cultivé, tout devient plus compliqué quand on connaît la chose. Il faut savoir qu'un astéroïde, il tourne sur lui-même. Et certains tournent en moins d'1 minute. Donc moi, je veux bien, mais si je mets aléatoirement le truc sur l'astéroïde, la propulsion, elle va prendre n'importe quelle direction. Déjà, premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on s'est aperçu récemment que, en fait, un des gros problèmes, c'est que interagir avec un astéroïde, c'est extrêmement compliqué. Un astéroïde, c'est celui-là en l'occurrence, il a l'air tout petit, donc il y a peu de gravité, et le comportement de la matière dans des conditions d'attraction très différentes de celles de la Terre peut être très contre-intuitif. On l'a fait avec une mission qui a récolté un échantillon d'astéroïdes. Le sol avait l'air super caillouteux, rocheux. Je me disais même, on risque de casser le mécanisme tellement ça va être dur. Et quand le mécanisme a touché la surface, il s'est enfoncé comme dans un beurre fondu. Complètement contre-intuitif. Donc là, je suis même pas sûr que le truc qui est resté dessus, il risquerait carrément de traverser l'astéroïde. Donc voilà, ça paraît simple, mais c'est très dépendant de la structure. C'est sûr que c'est une roche très dure et qui ne tourne pas sur lui-même, sauf que tout tourne sur lui-même, on peut peut-être s'en sortir, mais bon. Je suis totalement d'accord. Alors tu pourrais le mettre sur l'axe de rotation, mais là aussi, ça veut dire que tu as 2 directions seulement. Oui, en espérant qu'il n'y ait qu'un axe, parce qu'il peut tourner sur 2 axes. En espérant qu'il y ait un axe, effectivement. Et puis, il y a tous des problèmes d'énergie, parce qu'il faut quand même alimenter en puissance électrique, etc. Donc, c'est une technique un peu compliquée quand même. En fait, tout ce qui nécessite de coupler quelque chose à la surface, en fait, l'idée, c'est qu'on essaie de minimiser le nombre d'hypothèses dont on a besoin pour y arriver, parce que toute hypothèse dit risque supplémentaire. C'est pourquoi le tracteur gravitationnel, c'était bien, on a besoin de la masse. Là, il nous faut une hypothèse sur l'état de surface, parce que comment j'accroche mon truc? Si c'est du sable peu cohésif, ça ne va pas accrocher. Si c'est trop dur, il faut que je m'assure que j'ai mis les bons... Et comme on ne sait pas tout ça au départ, et qu'on veut éviter qu'il nous tombe dessus, voilà, on essaie d'éviter le nombre d'hypothèses. Je perds pas espoir, je vous en propose une nouvelle, on ne doit pas s'accrocher à la surface, c'est la technique des miroirs solaires. Ah ça, celle-ci, elle est belle. Celle-ci, franchement, elle est pas mal. Est-ce qu'elle est réalisable? Alors là, le concept est très simple. On met des miroirs, on fait voler des miroirs près de l'astéroïde et on concentre l'énergie solaire sur un point de la surface. Et donc, on le chauffe à une température telle que le matériel va sublimer, va devenir gazeux. Et donc, ça va fonctionner comme un moteur qui propulse l'astéroïde dans la direction opposée. Alors, c'est très beau, très élégant, pas besoin de grande énergie. Un peu compliqué quand même, parce qu'il faut faire voler plusieurs satellites avec ces miroirs, ce qu'on dit en formation, garder une position très précise de pointage, et évidemment des miroirs assez grands. Alors, plus le miroir est grand, plus ça va marcher comme une espèce de voile solaire, donc le soleil va aussi le bouger, le pousser, et le soleil va exercer une pression sur la sonde, donc beaucoup de contrôle, beaucoup d'opérations, un peu compliqué quand même. Et puis encore une fois, l'astéroïde il tourne sur lui-même, donc il faut faire tourner les miroirs avec.
Et s'il tourne en 1 minute, alors Yann, qui est beaucoup plus expert que moi là-dessus, les opérations à proximité d'un corps sans gravité de forme irrégulière, c'est déjà compliqué. Mais quand en plus il faut suivre le mouvement, s'assurer qu'on focalise toujours la même chose pour faire l'ablation qu'on veut, c'est un peu compliqué. Mais bon, moi, s'il y en a qui veulent payer pour essayer, hein, je prends. Hein. Bon, donc jusque-là, on est plutôt séduit par la technique du tracteur gravitationnel, c'est la plus probable. Encore une fois, oui, je pense. Si je reprends mes classiques toutefois, dans Armageddon, Bruce Willis, il utilise une bombe atomique pour se débarrasser de l'astéroïde. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager? Sans Bruce Willis, parce qu'on ne veut pas le sacrifier. Alors là, l'idée dans Armageddon, c'était formidable. Il se pose sur l'astéroïde, gravité comme la Terre, il creuse. Sachez que si vous vous mettez sur un astéroïde, le simple fait de mettre un marteau-piqueur, vous partez. Action-réaction. Hein. Quand je pousse avec une pelle sur une plage, en fait, ma poussée est toujours inférieure à la gravité de la Terre qui est extrêmement forte. Sur un astéroïde, si je pousse avec une pelle, si je ne me suis pas accroché et que j'ai quelque chose qui m'accroche bien, ben je monte. Donc lui, il aurait déjà été en orbite avant de pouvoir poser sa bombe. Donc l'idée, c'est plutôt d'envoyer une bombe nucléaire à proximité, de la faire exploser. Ce sont les rayons X et les neutrons émis par la bombe qui créent une ablation de surface phénoménale parce qu'on peut apporter beaucoup d'énergie avec peu de masse avec une bombe nucléaire. Et donc, ça pourrait permettre de dévier des très gros astéroïdes ou alors, en dernier recours, si on n'a pas le temps, de faire une méthode de déviation plus douce. Mais c'est interdit, évidemment, tout test, heureusement, est interdit par les traités internationaux. Et même si on devait l'utiliser, il faudrait d'abord lever l'interdiction des traités. Et quand on voit l'inertie de l'ONU, le temps qu'on lève les traités, je crois qu'on est mal. Hein. Donc, faisable, pas testable. Bon, Oui, il y a aussi compliqué parce qu'il faut faire détonner la bombe à une certaine distance de l'astéroïde. Sachez que les astéroïdes voyagent à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde dans l'espace. Et lancer aussi toute la législation, le péril de lancer avec une fusée une bombe nucléaire, c'est pas évident. Donc on n'est pas intéressé. Et l'idée, pardon, parce que la question pourrait se poser, c'est pas de détruire l'astéroïde, parce qu'on se retrouvait avec plein de fragments irradiés qui tomberaient sur Terre. Donc on mourrait peut-être moins d'un coup, mais on mourrait quand même. Hein. Bon, alors pas convaincu par la technique de Bruce Willis, mais je voudrais passer à la dernière méthode, qui est celle de l'impact cinétique, sur laquelle on va se pencher un peu plus amplement, parce que c'est le principe de la mission DART de la NASA. Patrick, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette mission DART? Voilà, alors c'est la NASA qui l'a faite, mais tout est né en Europe, puisque dans les années 2000, l'Agence spatiale européenne a initié les premières études de cette méthode qui consiste à envoyer un satellite à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres/heure sur un astéroïde pour jouer au billard, autrement dit taper dedans et espérer que comme ça, on peut le dévier de sa trajectoire. Ce qui dépend bien sûr de la réponse de l'objet. Hein. Une éponge ne réagit pas de la même manière qu'une barre métallique. Et aussi la complexité, et ça a été le challenge de DART, c'est d'envoyer une sonde donc à 24 000 km/h sur un petit corps de 150 mètres de diamètre dont on ne reçoit les images prises par la caméra de la sonde qui va les utiliser pour naviguer par elle-même, parce qu'on ne peut pas. On a fait l'impact à 11 millions de kilomètres, donc avec un joystick, on n'a pas le temps de guider la sonde. Donc là, on voit les 5 dernières minutes accélérées par 10. Et vous voyez, donc on a tapé sur la petite lune d'un astéroïde double. Et donc la sonde réajuste constamment sa trajectoire, d'où le mouvement saccadé avec ses propulseurs, pour taper au centre de ce petit corps qui fait à peine 150 mètres de diamètre, qu'elle ne découvre que quelques minutes avant l'impact. Et nous aussi. Et là, vous avez la dernière image où la sonde elle a explosé et on n'a pas réussi à ramener les dernières données, donc on a la dernière chose. Et donc, l'idée, c'était de dévier de sa trajectoire autour d'un plus gros corps qui fait 800 mètres de diamètre, la petite lune d'un astéroïde. Donc, au lieu de dévier un corps autour du Soleil, on a choisi de dévier la lune d'un astéroïde, il y a à peu près 15% des astéroïdes qui ont des lunes, autour de son corps principal. Pour 2 raisons. Parce que c'est plus facile de mesurer la déviation, on pourra y revenir, et aussi parce que comme on fait un test et qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne veut pas provoquer le risque qu'on cherche à éviter en mettant sur la mauvaise trajectoire un astéroïde, ça serait ballot comme on dit. En modifiant la trajectoire d'une lune qui est toute petite par rapport au corps central, l'ensemble du système n'est pas dévié. Et là, Yann et moi, nous y étions
aux États-Unis au moment de l'impact et on découvrait les images de ce corps qui était au départ pour nous qu'un modèle mathématique qu'on avait donné aux ingénieurs pour dire, écoutez, voilà, la forme, ça devrait être ça, le corps devrait ressembler à ça. Et comme toujours jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'exception. Toutes les missions qu'on a faites vers des astéroïdes jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on est arrivé, nos hypothèses n'étaient pas les bonnes. Alors, je raconte l'anecdote, mais c'est extraordinaire. J'ai eu la chance d'être dans la salle d'opération d'une mission japonaise au moment où on recevait les premières images. Et on leur avait dit qu'ils devaient atterrir sur un astéroïde. Et ils nous demandaient quelle précision il faut avoir à l'atterrissage pour éviter des rochers plus gros que 1 mètre. Et nous, on avait dit, pas de problème, il y aura des plages comme à Nice, très lisses, au moins de 50 mètres. Donc si, à 300 millions de kilomètres de la Terre, 1000 fois la distance Terre-Lune, vous arrivez à faire atterrir sur un corps d'1 kilomètre de diamètre votre sonde avec une précision de 50 mètres, tout ira bien. On arrive sur l'astéroïde, il y a des rochers de partout. De partout. Et là, vous avez 2 attitudes dans la salle. Vous avez le scientifique comme moi qui est toujours content parce que quand les hypothèses sont fausses, il y a un nouveau défi. Quand elles sont justes, il a bien prédit, donc toujours content. Et à côté, il y a les ingénieurs qui nous regardent. Alors moi, je sautais de joie. Je disais, oh, mais c'est génial. Il y a des rochers de partout, mais comment c'est possible? Et là, il y avait les ingénieurs japonais. Les japonais, ils n'expriment pas trop, hein, mais quand même, ils étaient là, ils disaient, ouais, et maintenant, comment on fait? Donc, j'ai une énorme reconnaissance pour les ingénieurs à l'ESA et partout, qui sont obligés de corriger toutes les hypothèses et prédictions qu'on a faites. Et c'était le cas aussi ici, parce qu'on n'avait pas d'abord la forme de Dimorphos. Donc la petite lune, elle s'appelle Dimorphos. On avait dit que ça sera un ballon de rugby. En fait, c'est comme un M&M's. Et Didymos aussi un peu bizarre. Et puis, il y a énormément de rochers sur Dimorphos. Donc, pour nous, voilà, c'est des moments, je souhaite aux jeunes qui sont là de vivre un jour le fait d'avoir ce bonheur de découvrir. Vous avez un modèle mathématique et un jour, vous passez du stade où dans les livres d'astronomie, tout ça, c'était un dessin, à la première image. Et c'est un moment incroyable. On se sent humblement des Christophe Colomb, mais qui cette fois-ci ne découvrent pas un territoire lié à la Terre, mais un territoire à des dizaines de millions de kilomètres de la Terre, et c'est extraordinaire. Alors après ces applaudissements, je crois qu'on pourrait raconter que vous avez quand même eu une petite frayeur au moment de l'impact pendant quelques secondes, si je ne me trompe pas, Yann. Ah oui, on revient aux scientifiques qui se trompent toujours. Et effectivement, ce soir-là, on reçoit ces images spectaculaires de la sonde DART, mais en même temps, on avait des télescopes à terre et aussi dans l'espace qui regardaient depuis la Terre cet impact. Et on s'attendait de voir un petit nuage d'éjecta, de matériel qui était éjecté pendant l'impact. Et au fait, on a eu un énormissime, une explosion quasiment. Et on s'est tous regardés, les ingénieurs comme moi, et on s'est dit, on a tapé trop fort, il n'y a plus de lune. Et comme on avait prévu une deuxième sonde, justement ERA, dont on parlera, on s'était dit, on n'a plus d'objectif pour retourner sur site et voir ce qui s'est passé, parce qu'on a tout détruit. Et heureusement, le jour après, les astronomes ont repris des images et ils ont vu encore la Lune orbiter autour de ce qui reste de la Lune. On ne sait pas. Voilà, justement. On ne sait pas ce qui reste. Mais néanmoins, c'est très intéressant parce qu'après, on a calculé effectivement la variation de vitesse de la Lune, donc la déviation donnée par DART. On s'est rendu compte qu'en fait, elle était beaucoup plus grande de ce que les scientifiques avaient prévu. On s'attendait à peu près 5 minutes de changement de période orbitale et on en a obtenu 32. Donc ça veut dire que les scientifiques n'ont rien compris, comme d'habitude. Non, ça faisait partie de nos... Il faut être honnête. Ça faisait partie de nos prédictions extrêmes. Ce n'était pas la plus probable, mais on avait une solution. En gros, la Lune, elle tourne en 11h55 minutes au départ autour de son corps principal. Et l'idée, c'est comme on tape dans la direction opposée au mouvement de la Lune, on va la rapprocher de son corps principal. Donc on va réduire ce qu'on appelle la période orbitale, qui est la durée que la Lune met pour faire un tour. Et donc on avait dit, nominalement, disons en probabilité, on devrait réduire de quelques minutes, mais on avait quand même fait des simulations qui montraient que si l'astéroïde était très mou, très peu résistant, on pourrait même le déformer au lieu de faire un cratère et aller jusqu'à quelques dizaines de minutes. Alors j'avoue que c'est pas ça qu'on a affiché au départ, on l'avait quand même dans les tiroirs. Donc ouais, c'est ça. On savait que c'était au minimum 5 minutes. En fait, c'est pire, parce que plutôt que de donner un chiffre, on a dit c'est 5 minutes ou plus, mais on ne sait pas combien. Voilà.
Mais l'avantage, c'est qu'il y a aussi une bonne nouvelle, c'est qu'au fait, effectivement, ça veut dire que cette technique peut être utilisée pour dévier des astéroïdes plus grands, et donc peut-être jusqu'à 300-400 mètres de diamètre. Ils sont tous aussi, s'ils ont tous les mêmes propriétés. Oui, exactement. Donc au fait, il y a aussi un bon revers de l'histoire. Donc on a deux bonnes nouvelles. Il y a encore une lune, on pense qu'il y a encore une lune, et on a un résultat meilleur de ce qu'on pensait. Mais on ne sait pas, ça va faire la transition, dans quel état est la lune. En fait, l'idée, c'est d'avoir une expérience de déviation entièrement documentée, avec les conditions initiales de l'expérience donnée par DART. On connaît la masse de projectile, sa vitesse, le point d'impact avec les rochers qu'il y avait. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une mission dont Yann va parler, qui est un peu le détective, l'inspecteur Colombo dans la série. Vous savez, on connaît le criminel au départ et puis après, il enquête. Et là, il va retourner sur la scène de l'impact, j'ose pas dire du crime, mes collègues américains ne seraient pas contents. Et il va nous dire, est-ce qu'on a fait un cratère? Si oui, quelle taille, quelle profondeur? Est-ce qu'on a déformé le corps? Parce que les modélisateurs qui doivent reproduire cet impact pour s'assurer que notre compréhension est juste, ils ont besoin du résultat final. Et on ne l'a pas puisque la sonde DART a explosé. Donc c'est pourquoi on a besoin d'un détective qui retourne là pour entièrement documenter cette expérience. Et c'est extraordinaire parce qu'on a des images, c'est la première fois je crois qu'on a des images d'un corps céleste déjà, mais on sait que quand on y retourne, il y a plein de choses qui n'existent plus. La dernière image que vous avez, les rochers, ils ne sont plus là. Le corps principal, il est probablement recouvert d'une partie de la matière éjectée de Didymos, de la petite lune. Donc souvenez-vous de ça, on va vous dire quand est-ce qu'on arrive. Revoyez les images faites par DART, et là vous pourrez savoir, comparer, et voir que probablement ça n'a plus grand-chose à voir, parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées, et c'est ça qu'on veut chercher à comprendre. Donc justement, si je résume, DART, c'est une sorte de première partie de mission. Et là, tu l'as dit, on va envoyer un détective. Donc ce détective, c'est Hera, qu'on voit ici sur l'image. Toi, Yann, tu es chef de projet de la mission Hera à l'Agence spatiale européenne. Est-ce que tu peux nous présenter donc, cette sonde détective, ses objectifs et sa mission? Alors, Hera a été conçu dès le début, parce qu'on savait qu'on allait taper l'astéroïde et perdre la première sonde. Donc il fallait une deuxième pour aller justement étudier. C'est la sonde Hera qui a été construite en temps record par l'Agence spatiale européenne avec les fonds de 18 pays membres et aussi une contribution japonaise, une caméra infrarouge. C'est un satellite que vous pouvez voir dans le stand d'ailleurs de l'ESA qui est un peu plus à ma droite, accroché au plafond, qui fait à peu près 1 tonne de masse et des panneaux une envergure à l'air, disons, de 11 mètres. Pour vous donner quelques chiffres, 7 km de câblage à l'intérieur pour tous ces équipements. Donc une sonde assez complexe avec cette antenne blanche que vous voyez d'1 mètre de diamètre, parce que la sonde voyage jusqu'à 400 millions de kilomètres de la Terre. Donc on a besoin d'une grande antenne pour communiquer avec la Terre. Et on a 11 instruments scientifiques avec nous, dont 2 CubeSats. Les CubeSats, c'est comme des drones, des mini-satellites, des satellites miniatures qu'on va déployer une fois qu'on arrivera l'année prochaine, le 1er novembre, à nouveau sur Didymos. Donc on va déployer ces CubeSats qu'on va utiliser pour se rapprocher encore plus de la sonde. La sonde a été lancée le 7 octobre dernier. On est passé très proche de Mars. On verra des très belles images le mois de mars dernier. Et là, on est dans une phase de ce qu'on appelle le transfert interplanétaire. Voilà, là, vous voyez la sonde Hera qui a pris une série d'images de la planète rouge. Là, c'est dans le noir et blanc. Et on est passé proche de Mars pour gagner de la vitesse et donc avoir moins entre guillemets, d'essence à bord qui coûte de la masse. On a pris ces images. Mars a 2 lunes, dont Patrick pourra vous parler, 2 lunes, Deimos et Phobos. Et donc, les scientifiques, comme ils sont toujours curieux, ils nous ont demandé de modifier un peu la trajectoire pour intercepter la Lune et prendre ces images magnifiques. Patrick, je te laisse commenter. Il ne faut jamais demander aux scientifiques ce qu'il veut parce qu'il est sans limite. Donc, au départ, c'était un survol de Mars. Et puis, ils nous ont posé des questions. Et là, on a dit, si on pouvait avoir Deimos, une des lunes dans le champ, ça serait bien, mais ça nécessitait un peu plus d'énergie.
Donc en fait, Mars a 2 lunes, Phobos qui est en train de tomber dessus, mais dans 40 millions d'années, mais pour nous c'est demain, qui fait 20 km de diamètre, et Deimos qui elle est en train de s'éloigner, qui fait 12 km. Et on a une grande question, c'est de savoir d'où viennent ces lunes. On a 2 scénarios, soit un impact géant sur Mars qui a créé un disque de débris dans lequel ces lunes se sont formées, ou alors parce qu'on a déjà des images et des données sur ces lunes, et elles semblent ressembler à des astéroïdes. On se dit c'est peut-être aussi des astéroïdes capturés. Donc on a une autre mission de l'Agence spatiale japonaise qui va être lancée l'année prochaine et qui va aller récolter un échantillon de Phobos pour le ramener sur Terre. Mais nous on s'est dit, bon, en attendant d'arriver vers Didymos, on arrivera en octobre 2026, novembre 2026, si on pouvait profiter du survol de Mars pour faire un peu de science, ça serait pas mal. Et là c'est génial parce qu'on a pu aller voir Deimos sur la partie opposée à Mars. Donc là, vous voyez le dos de Deimos à Mars, vous voyez Mars derrière, alors qu'il y a pas mal de missions spatiales martiennes qui observent Mars, qui sont en orbite autour de Mars, mais devant Deimos. Donc on a plein d'images de la face que voit Mars, mais on n'a pas beaucoup d'images de la face qui est dans la direction opposée. Et là, on a des images absolument magnifiques. Alors vous avez des images dans le visuel, comme les yeux les verrez. C'est celle de gauche dans laquelle on a colorisé Mars pour vous montrer Mars. En réalité, les vraies images qu'on a, c'est celle à droite en bas. Et celle en haut à droite, c'est dans l'infrarouge thermique, c'est-à-dire que là, la luminosité que vous voyez est proportionnelle à la température. Donc vous voyez que Phobos, qui est tout petit, 12 km de diamètre, c'était fortige de l'avoir dans le champ de vue. Les ingénieurs d'opération de l'ESA sont extraordinaires. Eh bien, on voit qu'elle est très brillante parce que n'ayant pas d'atmosphère, toute la chaleur du Soleil vient à la surface. En plus, il n'y a pas de convection, donc elle y reste. Donc il fait super chaud sur la face que Phobos voit du Soleil. En revanche, il fait même 200 degrés. En revanche, il fait très froid sur la face opposée. Donc vous passez de... Là, c'est 40 degrés dehors. Là, on est bien au-dessus. Et puis, quand vous passez derrière Mars, vous êtes au pôle Nord à moins 20. Donc, bon, ce n'est pas des environnements cool pour nous. Mais comme ça, on commence à avoir des données sur cet objet et on va pouvoir faire de la science avec, Yann, tu ne l'as pas dit, mais Hera, donc, qui a, ça tu l'as dit, un satellite et 2 CubeSats, des boîtes à chaussures. L'Agence spatiale européenne fait la première mission dans l'espace profond pour explorer un astéroïde qui est multisatellite. C'est-à-dire qu'il y a, tu vas en parler, une sonde principale et 2 CubeSats qui vont d'ailleurs être liés pour communiquer avec la sonde principale. Et ça va maximiser toutes les données qu'on va obtenir. Et c'est l'ESA qui fait ça, cette mission multisatellite à destination de Didymos. C'est une mission magnifique. Alors, cette image a été faite évidemment avant la mission DART et on s'imaginait un cratère comme on l'a décrit ici, mais évidemment, je pense qu'on va pas. C'est très pessimiste. On va pas voir ça. Alors, les 2 CubeSats sont assez intéressants. Ils ont 2 missions différentes. Le premier a comme objectif de caractériser la composition minéralogique de la Lune. Et le deuxième, en bas à droite, amène comme pour objectif de faire une tomographie interne de l'astéroïde, c'est-à-dire comme un scanner, de comprendre quelle est la structure interne de l'astéroïde à travers un radar basse fréquence, un peu comme les ondes, le sonar d'une baleine qui balaye l'astéroïde et qui peut capter les échos et donc la structure interne. Et d'ailleurs, c'est un instrument français qui a été construit à Grenoble par l'Université de Grenoble et qui a déjà volé une fois. Elle a volé sur une autre sonde que peut-être vous connaissez, la sonde Rosetta, qui a atterri sur la comète Chury avec le lander Philae et a amené, disons, la maman de cet instrument. Mais là, c'est la première fois qu'on sonde la structure interne d'un astéroïde. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on a vu les surfaces, on a mesuré la masse d'un astéroïde et en ayant le volume avec un modèle de forme, ça nous donne la densité qu'on peut comparer avec la densité d'une roche. Ça nous dit si on est plutôt moins dense qu'une roche ou pas, donc s'il y a du vide à l'intérieur. Mais tout ça, c'est indirect. Là, pour la première fois, on va vraiment explorer l'intérieur de l'astéroïde, savoir quelles sont les zones de vide. Est-ce qu'il y en a d'abord? Et ça, c'est très important parce que la réponse à l'impact d'un astéroïde dépend de sa structure interne. Une roche monolithique ne réagit pas de la même manière à un impact à une roche qui est pleine de vide, dans laquelle le choc ne va pas se propager de manière aussi cohérente.
Et grâce à ce radar basse fréquence, on va pouvoir faire ce sondage interne pour la première fois. Et donc la mission Hera va recueillir toutes ces informations qu'on va donner à nouveau aux scientifiques pour que finalement ils pourront nous expliquer pourquoi l'impact de DART a donné ces résultats aussi imprévisibles. Et donc l'intérêt, c'est de caractériser complètement l'expérience qu'on a fait sur cet astéroïde en connaissant, comme disait Patrick, la vitesse, les propriétés du projectile DART, les propriétés physiques, dynamiques grâce à la sonde Hera. On va mettre tout ça ensemble pour valider la technique de déviation de l'impact cinétique et un jour, éventuellement, si nécessaire, pouvoir l'utiliser sur un autre objet. Et je termine en disant qu'il y a un bonus scientifique. C'est là que c'est génial, les astéroïdes, parce que peu importe la raison pour laquelle vous les étudiez, les connaissances que vous obtenez nourrissent plusieurs communautés très différentes. La défense planétaire et la science, comme je vous disais, c'est vraiment les restes des briques qui ont formé nos planètes. Donc, ils nous remontent le temps dans le système solaire. Ils nous permettent de comprendre comment les planètes se sont formées. Et là, en fait, en bonus, la compréhension de cette physique des impacts, c'est-à-dire savoir comment un objet d'une taille inaccessible en laboratoire, 150 mètres, réagit à un impact, est fondamental aussi scientifiquement, parce que les collisions ont joué un rôle majeur dans le système solaire depuis sa formation. Les planètes se sont formées par agglomération, par collision. Cette fois-ci, c'est des collisions qui étaient plutôt constructives. Et maintenant, tous les corps solides du système solaire ont des cratères. Donc, c'est un phénomène universel qui a lieu sur tous les corps. Et on a besoin de le comprendre pour pouvoir, justement, comprendre l'histoire du système solaire. Et grâce aux données qu'on aura d'Hera, on va avancer parce qu'on va valider nos modélisations. Et enfin, maintenant, on pense peut-être plus que 15% des astéroïdes qui sont comme la Terre et la Lune en petit, avec un corps principal autour duquel tourne une lune, et on s'interroge sur les modèles de formation de ces lunes, comment ces lunes se forment. Et il se trouve qu'on a plusieurs scénarios qui dépendent de la structure interne de la Lune. Donc en caractérisant la structure interne de la Lune, on va aussi avancer scientifiquement dans la compréhension de la formation de ces systèmes un peu bizarres. On a même des astéroïdes qui sont quadruples, triples. Celui-là, il est double et on essaie de comprendre. Et donc, Hera, dont les objectifs sont de nous protéger du risque d'impact, nourrissent aussi les scientifiques avec plein de bonus scientifiques. C'est the cherry on the cake. Donc, on va beaucoup s'amuser à partir de 2026. Mais merci beaucoup à tous les deux pour la présentation d'Hera. Je voudrais quand même finir cette conférence sur une autre mission qui est en train d'être développée qui s'appelle Ramsès, qui est très très similaire à Hera. Vous avez sûrement lu dans les réseaux sociaux qu'il y a un astéroïde qui s'appelle Apophis, en référence au dieu du chaos égyptien qui va frôler la Terre en 2029. Alors frôler, oui, mais on reste tout de même à l'échelle de l'univers, donc on n'a pas de quoi s'inquiéter. Je crois qu'on parle quand même de 34 000 km ou quelque chose comme ça. 32. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on va y faire? Parce qu'on va aller en fait jouer avec un astéroïde qui se rapproche très dangereusement de la Terre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, moi je vais parler d'Apophis, Yann, tu parles de la mission. Donc Apophis, retenez bien, le vendredi 13 avril 2029. Vendredi 13, c'est pas de peau pour la communication et pour pas vous inquiéter. Et en plus, on l'appelle Apophis du chaos. On a tout raté là. Mais il n'y a aucun risque. Donc si jamais vous entendez sur les réseaux sociaux ou n'importe où qu'on est inquiet, les scientifiques sont inquiets, pas du tout. Au contraire, on va s'émerveiller. C'est un objet qui fait 340 mètres de diamètre, 2 fois la taille d'un stade de foot. Il va passer à 32 000 km de la Terre. On va le voir, on va voir sa lumière à l'œil nu dans le ciel nocturne du vendredi 13 avril 2029, depuis l'Europe, l'Afrique, une partie du Moyen-Orient. Imaginez cet objet ciel à l'œil nu. C'est tellement extraordinaire, ça se produit une fois tous les 7000 ans. Donc on a cette chance d'être dans 7000 ans au moment où un phénomène incroyable va se produire, qu'on a réussi à faire adopter par l'ONU une résolution qui fait de 2029 l'année de la sensibilisation aux astéroïdes, l'année mondiale de la sensibilisation aux astéroïdes et à la défense planétaire. Donc on va organiser des événements dans le monde entier, parce que d'abord, c'est quand même merveilleux de voir un petit reste des briques qu'ont formé les planètes nous envoyer sa lumière et pouvoir le regarder dans le ciel nocturne. Alors peut-être venez vers Nice, il fait plus beau qu'à Paris, il y aurait moins de nuages. Et en plus, les forces de marée terrestres, ils passent si près que, comme pour la comète Shoemaker-Levy en 1994, qui a déchiré Jupiter, la comète, en 21 morceaux à cause de ces forces de marée, là, la Terre pourrait perturber les propriétés de cet objet à cause de la gravité qui augmente quand il s'approche, puis après qu'il s'éloigne. Ça pourrait modifier sa structure, créer des avalanches, donc un spectacle
assez unique, cette fois-ci sans même interagir nous-mêmes en faisant un impact ou en récoltant un échantillon. C'est la nature qui fait le job pour nous, qui va peut-être secouer ce corps. Et donc, on a réussi à faire approuver une deuxième mission qui s'appelle Ramsès. Et comme vous le voyez, au fait, c'est une copie clone de la sonde Hera, sauf qu'on a coupé les panneaux solaires parce que cet astéroïde vient beaucoup plus proche, donc on parle plus de 400 millions de kilomètres, mais on est juste à côté de la Terre. Et on va se rapprocher d'Apophis un mois avant l'arrivée sur Terre. Et pareillement, on va déployer 2 CubeSats, comme pour Hera, pour étudier et donc voir. Donc le jour vendredi 13, vous aurez, comme Patrick le disait, vous pourrez voir à l'œil nu cet objet passer dans le ciel et en même temps, peut-être regarder le site de l'ESA où vous aurez en direct les images de Ramsès et des CubeSats et vous pourrez voir en même temps l'astéroïde, les images de l'astéroïde et de la Terre. Ça c'est génial. Direct. Pour ceux qui sont nés avant 69 et qui ont vu les missions Apollo, il y en a qui ont vu les astronautes à la télé et dans leur jardin voyaient la Lune. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on peut relier un truc qu'on voit à la télé en détail avec quelque chose de distant. Et là, vous aurez la lumière de l'astéroïde à l'œil nu et sur vos écrans, vous aurez les vraies images de l'astéroïde que vous découvrirez en même temps que les scientifiques. Et ça, c'est grâce à l'Agence spatiale européenne. Science participative, on peut vous en faire profiter au maximum. Et vous aurez, j'espère, les mêmes émotions que les scientifiques parce que vous découvrirez en même temps que nous ces images. Donc vous serez aussi des explorateurs de l'espace. Ça va être un moment fou. Mais merci à tous les deux. Moi, j'ai quand même une dernière question, parce que ça reste beaucoup plus drôle de vous poser les questions houleuses et problématiques. Tout à l'heure, on a parlé d'impact cinétique. Là, on va aller se rapprocher d'un astéroïde qui est très, très dangereusement proche de la Terre. Et toutes les missions, vous le savez, ne se passent pas toujours comme prévu. Donc, il se pourrait qu'on perde le contrôle de Ramsès et que Ramsès aille s'écraser à la surface d'Apophis. Est-ce qu'on pourrait, par un concours de circonstances, ma foi regrettable, dévier la trajectoire d'Apophis et de telle sorte que Apophis se retrouve sur une trajectoire de collision avec la Terre? La réponse est non. Alors, au fait, pour rassurer tout le monde, on a fait des calculs parce qu'il faut savoir que ces objets volent à une vitesse très élevée, des dizaines de milliers de kilomètres par heure, mais les deux voyagent à peu près à la même vitesse. C'est-à-dire que la vitesse de Ramsès par rapport à l'astéroïde est de quelques centimètres par seconde. Et la masse de Ramsès, qui est de 900 kg, est rien par rapport à la masse de l'astéroïde. Donc même au pire des cas où on devait se poser sur la surface ou même impacter à ces vitesses de quelques centimètres par seconde, il n'y a rien qui va changer dans la trajectoire d'Apophis. Mais la question s'est vraiment posée. Et donc le critère, c'est qu'il y a un seuil d'énergie qu'on ne peut pas dépasser pour dévier l'astéroïde. Et en réalité, ce seuil d'énergie est tel qu'il faudrait vraiment vouloir faire une déviation. Là, on va s'approcher doucement. Petite anecdote, Apophis a été découvert en décembre 2004. Et quand on l'a découvert, il y a eu un jour pendant lequel on avait une probabilité de 2,7%, pardon, qui tombe sur Terre le vendredi 13 avril 2029. Et c'est pendant ces heures-là que certains d'entre nous qui étions impliqués se sont posé la première fois la question « mais qui on appelle ?» Et je me souviens, j'avais un collègue italien, un collègue américain, on s'appelle, c'était le 24 décembre, moi j'allais dîner, mon réveillon était mort, et là j'ai dit « oh là, mais moi c'est Jacques Chirac, mais j'ai pas son téléphone ». Le collègue américain c'est George Bush, et l'italien Berlusconi, j'ai dit « oh putain, on est mal barré là ». Heureusement, on a retrouvé des observations de ce même objet qui datait de juin avant le décembre, on a recoupé, et ça nous a éliminé la probabilité d'impact en 2029. Mais il restait une petite zone d'incertitude de 600 mètres là où il passe en 2029. On appelle ça un trou de serrure. Et s'il passait dedans, il nous tombait dessus en 2036. Et on a pu ne lever que la certitude qu'il ne passait pas dans cette zone qu'en 2013, avec des observations radar qui ont une meilleure précision. Et donc, on s'est dit, c'est bon, on est sauvé pour 2036. Et on a découvert qu'il y avait une autre petite zone. S'il tombait dedans en 2036, il tombait sur nous en 2044. On a encore fait des observations. Cette fois-ci, les amateurs nous ont aidés. On a fait une campagne dans le monde entier et on a levé le risque pour 2044. Et on a retrouvé une zone pour 2068. Et puis finalement, on l'a levé. Donc, moralité, maintenant, il ne nous perturbe plus. Donc là, pour le coup, on est sûr en 2029 et même
pour le siècle prochain. Donc encore une fois, 13 avril 2029, c'est un moment où le monde entier va pouvoir s'émerveiller. Surtout, ne croyez rien à ce que lisez sur les réseaux sociaux à ce propos, s'ils vous disent qu'on est inquiet et qu'il y a un risque. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, il nous reste 5 minutes, donc je vous propose de poser vos questions à Yann et Patrick, si toutefois vous en avez. J'imagine qu'il y a quelques questions sur la défense planétaire, sur les astéroïdes. Soyez pas timides, j'ai un de mes collègues qui va vous donner le micro si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. S'il n'y en a pas, c'est que plus personne n'est inquiet, c'est que vous avez rempli la mission. Super. Aucune? Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous Merci pour votre beaucoup. À bientôt. participation. Au revoir.